Parler des pharmaciens, eh bien, les pharmaciens vont pouvoir s'exprimer. On a parlé des pharmaciens dans le rôle diagnostique, thérapeutique, une aide aux médecins. Nous, on est 100% pour, bien sûr. Mais les pharmaciens, et dont un pharmacien qui a été flouté dans ce film, que je remercie beaucoup. Je tairai ton nom. Je tairai le lieu. Toute ressemblance avec non des... seulement Monsieur CM, je lui ai pas demandé si on pouvait passer ce film. Il m'a demandé, mais au fait, le film, tu vas le passer? Donc il a devancé ma question. Non seulement il n'était pas opposé, il était même demandeur. Pourquoi? Parce que les pharmaciens sont demandeurs de la démarche qualité de tous les professionnels de santé. Voilà, je laisse la parole à nos deux pharmaciens qui, je rappelle, font partie de l'Union régionale, non pas des médecins, parce que les médecins, on aimerait les voir ici, il n'y en a pas beaucoup, l'Union régionale des pharmaciens de l'île de la Réunion, qui, chose exceptionnelle, ont financé le voyage d'Alan Cassel du Canada. Sinon, on en aurait eu en Skype avec toi, je suis désolé, mais ça t'a fait venir, c'est bien. Et ils vont être à deux pour présenter. Éric Cadet, le président de l'Union régionale des pharmaciens, Claude Maredon, ça y est, c'est dit, et avec une vidéo qui est passée très récemment sur la télévision. Voilà, je te laisse la parole, Claude. Merci Philippe. Donc c'est vrai qu'on a mené des combats depuis très longtemps et des actions communes, que ce soit avec Bernard Alex, que ce soit Philippe, Patrice et bien d'autres. Et il est normal presque que nous soyons partenaires parce que d'abord on aime l'esprit de contradiction et qu'on se pose des questions. On n'est pas des bénis oui-oui ni des professionnels qui acceptons les choses comme cela. Alors c'est vrai que toute ressemblance avec des personnages réels ou des situations réelles est totalement illusoire. Hein, donc je ne connais même pas le nom du pharmacien qui était passé dans le reportage. Mais pour avoir, et pour vous donner quand même des renseignements, c'est le labo qui a contacté ce pharmacien en disant qu'il y avait donc un test à mettre au point. Et comme nous sommes dans une démarche actuelle que Éric Cadet, président de l'UAPS, va bien développer tout à l'heure, de reconnaissance du rôle du pharmacien dans ses missions, dans ses nouvelles missions, je voulais simplement rappeler que c'est tout naturellement qu'en tant que bêta-testeur de beaucoup de procédures ou beaucoup de nouvelles méthodologies, j'ai accepté bien volontiers de faire ce test. Alors moi je trouve que le pharmacien ne s'est pas trop mal retiré d'ailleurs, hein, il n'a pas été piégé tant que le laboratoire voulait. Je rappelle simplement que le laboratoire même s'est auto-piégé, hein, c'est-à-dire que le reportage avait été fait par des journalistes extérieurs au labo et que le labo avait commandé un reportage dans le but de promouvoir ces nouvelles missions et qu'ils se sont rendus compte 1 an et demi après qu'ils se sont fait piéger. Moi j'étais au courant donc 2 jours avant. Simplement je voudrais vous rappeler 2 petites choses. La commande de Philippe pour aujourd'hui, c'était le pharmacien coacteur responsable de la dispensation des médicaments de prescription médicale, pour recibler quel est notre vrai rôle et comment les choses vont évoluer. La première chose, quand le diaporama va le faire, c'est que nous sommes un peu parano dans le sens où on a en fait 2 rôles à jouer. On a un statut de professionnel de santé, mais aussi un statut de commerçant. On est professionnel de santé parce que bien évidemment on a un diplôme avec un doctorat, un serment d'Hippocrate. Et en même temps, nous avons le secret professionnel, le code de déontologie qui s'applique, d'ailleurs on va en faire référence tout à l'heure, l'obligation de formation, de conseil, de dispensation des médicaments qui font que ce monopole de compétences nous est reconnu pour permettre justement de protéger le patient. Donc le but, c'est de faire en sorte qu'on évite les charlatans et on évite les conflits d'intérêts. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, la possibilité d'avoir un refus de vente qui normalement n'existe pas dans le commerce. Notre deuxième statut de commerçant, c'est par le fait même que nous faisons un négoce de médicaments. Donc quand je dis ça, ça peut être brutal et de premier degré, mais notre revenu est tiré de la vente du médicament. Donc tant que le revenu sera tiré de la vente du médicament, ça sera bien lorsque l'on sera inscrit au registre de commerce, qu'on fera de la gestion de stock, on sera en société commerciale avec une vraie fiscalité, une vraie comptabilité, que l'on pourra entretenir nos entreprises. Et en particulier, faire en sorte que les entreprises soient à disposition des patients.
Donc on va s'organiser pour les horaires d'ouverture, les services de garde, du personnel obligatoirement diplômés et compétents, comme par exemple les préparateurs en pharmacie et les pharmaciens adjoints, et faire en sorte qu'on puisse répondre à cette offre de soins dans la spécialisation pharmaceutique. Donc pour cela, il y a un petit problème avec les diaporamas. C'est parce que, on peut passer à la diapo suivante, c'est parce qu'on a défini un acte pharmaceutique qui, à mon avis, servira de base et de fondamentaux. Donc l'acte pharmaceutique, c'est tout simplement un acte de dispensation de médicaments. Dans le mot dispensation, on a dispensare qui veut dire donner des soins, qui consiste à délivrer des médicaments avec, une analyse de la pharmaceutique de l'ordonnance médicale, qui doit être critique. Ce matin, j'ai entendu ce mot-là. La deuxième, c'est de préparer les doses à administrer. Et troisièmement, de mettre à disposition des patients des conseils nécessaires au bon usage du médicament. C'est-à-dire que si on consiste à prendre les boîtes, à les mettre dans un sachet et à sortir le ticket, là, on n'a pas fait notre boulot de pharmacien, on a fait un boulot de commerçant. Ce qui nous différencie, c'est justement la différence, c'est-à-dire attention, les médicaments ont des effets secondaires, des contre-indications, analyser l'état du patient, si c'est une femme enceinte, si c'est une personne qui est allergique, s'il y a des médicaments déjà pris avant, s'il y a 2 médicaments qui s'opposent dans l'ordonnance. Et tout cela doit même être appliqué, je l'ai mis en tout petit, pour des médicaments qui ne requièrent pas une prescription médicale, c'est-à-dire les médicaments conseils. On appelle ça automédication, mais en fait, la plupart du temps, c'est nous qui prescrivons les conseils et les médicaments que les personnes viennent demander à la pharmacie, qui peut aboutir jusqu'au refus de vente. Tout cela est écrit dans le code de déontologie. Et donc, ce qui va être intéressant aujourd'hui, c'est de montrer que le code de déontologie a même prévu notre indépendance. Alors, la première chose que j'ai trouvée, c'est le mot dignité et indépendance professionnelle, puisque le pharmacien doit veiller à la liberté de son jugement professionnel dans l'exercice de ses fonctions. Il ne peut donc aliéner son indépendance sous quelque forme que ce soit, éventuellement les compérages avec des médecins ou des labos, avoir une forme de remise, par exemple, de pourcentage de ce qui est prescrit, de ce qui est délivré au prescripteur est totalement prohibé, bien sûr. Donc, avoir un comportement conforme à la probité et la dignité de la profession, s'abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l'exercice de celle-ci, puisque notre comportement est jugé par notre action dans la société. Et évidemment, un pharmacien qui serait condamné ne pourrait exercer sa profession de par l'ordre. Et il se doit de refuser à établir toute facture ou attestation de complaisance. Mais ce qui est plus intéressant, c'est la diapo suivante, c'est l'indépendance professionnelle par rapport à toute contrainte financière, commerciale, technique ou morale, de quelque nature que ce soit, qui serait susceptible de porter atteinte à son indépendance dans l'exercice de sa profession, notamment à l'occasion de la délivrance des médicaments. Donc, de conclusion en particulier des contrats qui sont liés entre les laboratoires et la profession. Donc, on peut aborder, si vous le souhaitez, toutes ces questions en détail, mais il est déjà prévu, de par le Code de la santé, cette indépendance. Donc ensuite, il y a, comme le disait la déléguée médicale, le business. Et le business fait en sorte qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont en difficulté financière, il y a des personnes, il y a une démographie médicale qui est en baisse et qui porte préjudice non seulement à la santé publique, mais les patients n'ont plus souvent accès aux médecins et viennent de plus en plus à la pharmacie, et que les laboratoires qui ont compris cela font des offres de soins qui sont de plus en plus orientées commercialement. Donc, en particulier, la publicité sur les médicaments en France est relativement bien encadrée, puisque ne sont autorisés à la télévision et dans les journaux que la publicité des médicaments qui ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie ou qui comportent, et il y a 2 exceptions, de la prévention, c'est-à-dire les vaccins. Alors là, je pense à l'affaire, malheureusement, du Gardasil. Et la deuxième chose, les patchs contre le tabac. Donc pour être résumé, toute publicité que vous voyez à la télévision ne sont le fait que de médicaments qui ne sont pas remboursés et qui donc vont être à l'origine de la
l'environnement, j'allais dire, médicamenteux des médias. Donc ce que je voudrais aussi ajouter, si tu permets, c'est qu'on a actuellement, vu l'affaire du Mediator, un rôle à jouer dans la pharmacovigilance. C'est-à-dire qu'on assure aussi le service après-vente, si je peux m'exprimer vulgairement, de l'usage des médicaments, en ayant l'obligation, comme tous les professionnels de santé, de déclarer les effets secondaires des médicaments au centre de pharmacovigilance. Sauf que le texte que vous avez, qui va apparaître sur l'écran, comporte en rouge une possibilité depuis de permettre aux patients ou aux associations agréées de patients de déclarer les effets secondaires. Ce texte reste pour le moment en rouge et en option, puisque depuis le 31 décembre 2012, il est en suspens et le texte n'est toujours pas sorti, parce qu'il y a aussi l'affaire des médicaments sur Internet qui vient intercepter celui de la pharmacovigilance. Donc c'est un petit peu, j'allais dire, temporel et complexe, mais aujourd'hui, cette offre de soins sur Internet qui nous inquiète énormément, non pas parce qu'on veut préserver notre monopole, remet en question la totale pharmacovigilance que le réseau des pharmaciens met en place. C'est-à-dire que si les patients commencent à acheter sur Internet la totalité des médicaments qui sont susceptibles d'avoir des effets secondaires, eh ben j'allais dire, les professionnels de santé vont soigner beaucoup d'iatrogénie et beaucoup d'effets secondaires des médicaments plutôt que de le faire. Donc voilà ce que je voudrais dire pour résumer. Et je pense qu'avec Eric, on va compléter et pouvoir répondre à vos questions ensuite. Merci. J'avais mis en illustration pour finir. Vous savez que la pharmacovigilance, ce n'est pas quelque chose d'irréel, puisque je vous ai mis en diapo les 2 dernières lettres d'alerte que les pharmaciens et tous les professionnels de santé reçoivent. Eric me faisait remarquer que les médecins aussi reçoivent cette lettre d'alerte, puisque c'est une lettre d'alerte médicale. Alors je pose la question aux médecins dans la salle, est-ce que vous recevez ce genre d'informations? Apparemment non. Alors les pharmaciens reçoivent au quotidien, je dis bien au quotidien, toutes les lettres d'alerte qui sont liées justement à la pharmacovigilance. Je prends cet exemple concret, il s'agit du Fervex, qui, par mesure de précaution, la spécialité ayant eu un problème sur des investigations complémentaires consécutives au rappel des lots précédents, et ben ça c'est une lettre qui date du 23 mai, donc c'est tout récent. Et ben tous les Fervex sont retirés de toutes les pharmacies de France. Alors je vous dis, j'ai vraiment de la chance, choisir un pharmacien au hasard, on est 23 000, c'est tombé sur moi. Et donc, du coup, le Fervex va être retiré de la vente. Et la diapo suivante, c'est le Tricileste, le Sileste et le Triafémi, qui sont donc des contraceptifs de 3e génération et qui sont retirés de la vente hier et avant-hier. Ce qui fait que tous les jours dans les pharmacies, on a un vrai circuit d'information en temps réel, puisque là c'est un fax, mais on l'a sur notre écran d'ordinateur, qui permet d'assurer au moindre doute. Alors je vous passe les détails, mais ça peut être des morceaux de verre dans un flacon, tout le lot est retiré parce que bien évidemment il faut tout vérifier. Ça peut être un test de qualité qui s'est mal passé, ça peut être une lettre d'alerte parce qu'il y a eu des effets secondaires qui ont été déclarés. Donc tout est possible, mais en tout cas le système de pharmacovigilance fonctionne relativement bien, et ça je crois que c'est un peu à notre honneur. Merci Eric.